Bien, je vais commencer par vous dire merci à vous. Merci d'être présent. Je vais réitérer les remerciements de Maude. Je vais me présenter quand même rapidement. Moi, c'est Christelle Proulx, en fait, à l'animation, candidate au doctorat en histoire de l'art à l'Université de Montréal, en fait. Mes recherches se spécialisent surtout dans les dynamiques visuelles du web, de l'art numérique puis les études photographiques. En fait, c'est pas nécessairement moi qui va parler. Ça va surtout être les intervenants. Je voulais quand même vous situer. Puis je voulais quand même remercier la GAC très chaleureusement d'abord pour l'organisation de la foire, qui est quand même assez impressionnante aujourd'hui. L'emplacement aussi, là, j'ai comme des flashbacks de papier il y a 10-12 ans. Puis c'est comme... En tout cas, bravo. Je voulais aussi remercier personnellement, en fait, Julie et Maude de m'avoir invité à animer cette table ronde qui m'intéresse beaucoup et toutes ces tables rondes, en fait, qui réunissent énormément de beau monde pendant toute la foire. Mon Dieu, il y a comme un jeu de volume, hein? C'est ça. Faut que je sois plus proche? Ah! OK. OK. J'avais peur de mettre du rouge à lèvres dessus. D'accord. je vais me mettre comme ça. D'accord. Donc voilà. J'étais en train de parler de beau monde. Oui, de beau monde. Dans toutes les tables rondes qui ont été organisées tout au long de la foire. Et puis, en fait, je parlais de beau monde pour introduire nos intervenants qui sont des gens de grande qualité aujourd'hui. En fait, est-ce qu'on entend bien? Oui? Ça va? J'entends murmurer. D'accord. Donc, en fait, je vais les présenter juste rapidement pour dire leur nom, puis ensuite, je vais leur laisser le temps de présenter leur travail comme il faut. On a ici, en fait, Sabrina Raté, qui travaille, en fait, à Montréal et à Paris et qui travaille avec plusieurs médiums, en fait, la réalité virtuelle et tout. Donc, je pense qu'elle va le présenter plus en détail. Je ne donnerai pas trop de détails tout de suite. Ensuite, on a Karine Cossette, ici aussi, qui travaille également avec plusieurs médiums comme la photo, l'écriture, la collecte, de ce que j'ai lu, de ce que je connais de votre travail, en fait. Et puis, ensuite, on aura aussi le plaisir de discuter avec un petit duo qui est, en fait, Juliette Marziano, on le prononce Marziano Poitras, et Raphaël Cormier, qui sont les commissaires du Art Contemporary Club. Donc, en fait, nos échanges aujourd'hui vont se tenir surtout autour d'une question assez centrale et englobante qui rejoint le titre de la table ronde, bien sûr. C'est vraiment comment vous mobilisez Instagram dans vos pratiques respectives en termes de création et de diffusion. Donc, on va avoir des questions un petit peu plus précises là-dessus. Mais en fait, c'est important de pouvoir parler d'Instagram aujourd'hui, étant donné que c'est une plateforme, une application qui est emblématique des plateformes actuelles de partage de photos ou de matériel visuel plus largement, qui ne sont pas nécessairement photographiques, qui héritent vraiment de ces logiques, en fait, de contenu généré par les utilisateurs qu'on avait déjà sur, par exemple, MySpace, DeviantArt, un peu plus old school comme plateforme, ou encore un peu aujourd'hui avec Flickr, qui est encore utilisé surtout par les photographes amateurs professionnels, et bien sûr l'application Instagram qui appartient à Facebook maintenant, qui émule plusieurs des caractéristiques de Facebook, plusieurs de ses logiques de partage. Et puis, c'est aussi une plateforme qui s'inspire de plusieurs autres applications dans l'écosystème en ligne, comme par exemple Snapchat, en fait, Instagram s'est réapproprié la fonction des stories. Donc, peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais bon, ça, c'était juste ma petite introduction sur Instagram. Je voulais surtout laisser la parole aux intervenantes pour qu'elles puissent nous parler, prendre à peu près 5 minutes chaque pour nous présenter leur pratique. Donc, on va commencer par Sabrina. Oui. Est-ce que tu veux changer les diapos toi-même ou je le fais? Ah, oui. C'est comme tu veux. Je peux le faire. C'est juste 3 photos. OK, en c'est fait. En fait, oui, comme on parle Instagram, on a dit, bon, pourquoi pas montrer un peu de quoi ont l'air nos posts sur Instagram pour la présentation. En fait, moi, mon travail, c'est... je travaille dans plusieurs médiums, mais je dirais que ça découle... Tous les médiums, c'est comme un peu... ça découle de la vidéo. Donc,
Moi, je viens vraiment de l'art vidéo. J'ai commencé en utilisant des instruments analogiques, la synthèse vidéo, les vidéos feedback. Vraiment, les pionniers de l'art vidéo, c'était ce qui m'inspirait beaucoup quand j'ai commencé. Et de plus en plus, j'ai intégré l'animation 3D, j'ai intégré différents outils qui me permettent de construire des architectures virtuelles beaucoup plus complexes. Et je pense, à partir des mondes que je crée en images, de plus en plus, mon travail tend à sortir de l'écran, donc autant en installation vidéo que je commence un projet de réalité virtuelle, ça va être le premier. Là, je n'ai pas encore plongé là-dedans. J'ai fait des sculptures en impression 3D. Je fais aussi du live. Je fais des impressions. Donc, vous pouvez voir dans la foire à la galerie Elephant, je présente une impression et une sculpture. Et aussi au projet spécial Ubisoft, commandité par Ubisoft, je présente aussi une impression augmentée de projection vidéo. Donc, tout ça, pour moi, ça découle de la vidéo. C'est un peu comme des tentacules qui partent d'un cœur qui est vraiment mon intérêt marqué pour la vidéo. Donc, pour faire un peu un lien avec, disons, le sujet de la table ronde, oui, Instagram, c'est évidemment, ça a monopolisé beaucoup de la manière, ça a monopolisé la manière dont on partage notre travail. Sauf que je dirais que mon travail aussi a commencé vraiment sur Internet il y a peut-être 10 ans, avec des collectifs sur Internet, même avec les blogs, avec Blogspot, avec toutes sortes de manières de diffuser le travail. Et aujourd'hui, il semble que toutes ces manières alternatives se sont rassemblées sur Instagram. Et donc, ça va être intéressant de poursuivre la discussion sur ça. Les autres diapos aussi, je ne les avais pas fait défiler. Comme ça ici, voilà. Avant de passer à Karine. Oui. Oups. Oh, j'en avais une autre. Voilà. Ensuite, ça devrait... Ah, non, mon Dieu, il y en avait beaucoup finalement. Ah, Karine, oui. Voilà. C'est moi. Bonjour, Karine Cossette. Je suis artiste. Je travaille surtout avec la photographie, mais aussi j'ai commencé à faire beaucoup plus de projets qui sont de la recherche. Donc, j'écris, je collectionne beaucoup d'informations, l'Internet, tant sur l'Internet que dans le terrain. Mon travail s'intéresse vraiment beaucoup à la circulation des images et à la circulation des objets, et vice-versa. J'ai aussi, j'ai un peu comme une double carrière. Je travaille aussi depuis presque 15 ans en tant que designer graphique. C'est vraiment, maintenant j'en fais plus ou moins, ça a été intégré dans ma pratique artistique, mais maintenant je fais de la direction artistique. En ce moment, je travaille pour 2 agences de représentation de talent qui représentent des photographes professionnels dans le domaine de la mode ou dans le domaine de la publicité. Puis aussi une autre agence qui représente des stylistes, maquilleurs, coiffeurs, tout ça. Puis ce que je fais, c'est que je les aide à diffuser leur travail. Je les aide à penser des stratégies de diffusion en ligne de leur travail. Pendant longtemps, j'ai fait des sites web pour des artistes. Dans mon travail professionnel, je me suis vraiment spécialisée dans aider les créateurs, surtout dans le domaine commercial, à showcase leur travail. Je travaille beaucoup avec Instagram, je travaille avec les sites web, tout ça. Quand puis là, je vais vous parler, cet été, le but de pourquoi je suis ici, c'est que cet été, j'ai fait une résidence pour Desbao, un centre d'artistes ici à Montréal. Puis c'était une œuvre qui était pour être diffusée sur Instagram. Donc pendant 2 mois, quotidiennement, j'ai alimenté leur compte. Pour Desbao, cette résidence-là, c'est vraiment une occasion d'investiguer un autre espace. Chez Desbao, il y a aussi beaucoup de livres, aussi beaucoup de commissions de projets vidéo. Donc, la vidéo, l'écran, c'est un espace. La galerie, c'est un espace. Les livres, c'est un espace. Puis pour eux, ils ont voulu vraiment aller à un autre endroit. Puis prendre Instagram, pas juste comme un espace de diffusion ou d'autopromotion, mais vraiment un espace pour inséminer vraiment un projet artistique.
Oh, est-ce que vous m'entendez bien ou ça wouhou? Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un projet sur la boîte. En fait, j'ai comme un peu combiné ce que je fais dans le domaine commercial et dans le domaine artistique. Je les ai mis ensemble pour vraiment comme faire un peu un case study qu'on appelle, où est-ce qu'on va faire une recherche sur un produit. J'ai pris la boîte. Instagram, je l'ai vraiment... Est-ce qu'on peut revenir à l'autre slide avant? OK. Vous voyez, il y a un œil mauve là, qui regarde à travers un trou. À côté, il y a une image, c'est une publicité de Calvin Klein, circa 2003 ou quelque chose, dans le temps où est-ce qu'il commençait à avoir l'idée de la télé-réalité, puis les gens qui se filmaient dans leur appartement. Fait que là, c'était vraiment une espèce de jeu là-dessus, puis c'est comme un cube blanc. Dans lequel, sur un des murs, il y a une télévision. Fait que ça, c'est comme une partie un chapitre dans le... Je sais pas combien de temps ça fait que je parle. Mais bref, je vais arrêter là-dessus. Mais en gros, cette image-là, c'est un peu le starting point parce que, comme Instagram, c'est une boîte. Puis c'est une boîte par laquelle on peut regarder ou on peut se faire regarder. Fait que, voilà. Okay. Merci, Yarine. Allô. Je vais essayer d'aller... Ouais, mais comme Christelle disait, on est le Art Contemporary Club. Puis, Juliette, elle a parti la plateforme en janvier 2017. Puis moi, je me suis joint à elle comme 1 an après, en décembre 2017. Puis ça fait 1 an et demi qu'on travaille toutes les deux sur ce projet-là qui nous tient vraiment à cœur. Puis, allô. On est un peu nerveuses. Puis, on a accepté l'invitation de Christelle parce qu'on avait envie de parler, en fait, de la manière dont Instagram est devenu pour nous un levier pour générer des projets, des collaborations avec des artistes, puis des opportunités d'exposition, en fait. Puis on s'est dit que c'était une belle occasion aussi de discuter d'une façon singulière puis alternative, d'exister dans le milieu de l'art contemporain montréalais, québécois, qui... malgré comme la belle foire qui est organisée en fin de semaine, ça demeure quand même vraiment un petit milieu. Puis on avait envie d'ouvrir nos horizons par rapport à ça. Oui, donc Art Contemporary Club, c'est un collectif de commissariat en ligne et hors ligne qui, comme Raphaël l'a dit, a commencé en 2017. J'avais l'envie à ce moment-là de m'ouvrir simplement une page de repost. Puis en suivant la grille Instagram, donc de 3 images par ligne, j'avais décidé de publier 3 images par jour d'artistes locaux, d'artistes internationaux, bref, d'expositions aussi locales, internationales. Bref, d'images qui avaient pas nécessairement un lien commun, mais qui, lorsqu'ils étaient sur une même ligne, créaient un certain dialogue par leur esthétique commune ou bien par leur concept commun. Ensuite de ça, j'ai ouvert un site Internet qui est www.artcontemporaryclub.space. On a eu d'ailleurs récemment une exposition de Body Snatcher, un artiste italien. Et puis, en fait, j'avais envie d'ouvrir cet espace-là parce que j'avais envie de créer un lieu de diffusion, mais également qui s'entremêlait avec la création. Et puis, donc, on accueille des artistes en résidence, des expositions en ligne. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi qui est très peut-être intéressant, qui prendra part à la discussion, c'est que nos expositions, finalement, en ligne, prennent souvent la forme d'expositions réelles, c'est-à-dire ou bien tangibles, si on veut prendre les bons mots. Dans le monde physique. Dans le monde physique. C'est-à-dire que souvent, elle commence par un texte et puis les différentes fenêtres de navigation traduisent d'une certaine manière les différents espaces qu'on pourrait retrouver dans une galerie physique. Et donc, quand Raphaël m'a rejointe, hiver 2017, on a décidé de vraiment élargir notre pratique aux espaces physiques. Pour nous, c'était une manière logique d'étendre notre pratique puisque on considère ensemble qu'il n'y a pas de différence entre les espaces en ligne et hors ligne, que les deux s'entremêlent parce qu'on vit dans un monde qui est hyper connecté, qui nécessairement influence nos relations, nos communications, nos manières d'être dans le monde, bref, notre culture.
On s'est d'abord tourné vers l'Internet parce que, comme c'est dématérialisé, ça nous permet une certaine liberté. On n'a pas de frais de transport, de manutention, de loyer, d'entreposage, d'encadrement payé. Donc, on a une certaine liberté à ce niveau-là. Puis aussi, ça nous permet d'être complètement souveraine de nos choix curatoriaux. Notre Instagram, dans le fond, c'est un peu comme notre carte de visite. D'abord, on se tient au courant de ce qui se fait à travers le monde. Puis je pense que ce qui est unique, puis peut-être sans précédent, c'est qu'on peut découvrir le travail de jeunes artistes de l'autre côté de la planète, qui sont parfois même encore à l'université, puis qui fréquentent pas nécessairement des universités prestigieuses où ils bénéficient d'une grande visibilité. Donc, ça permet de vraiment rentrer en contact directement avec les gens. La manière dont on organise notre Instagram, comme Juliette le disait, en faisant dialoguer entre elles les images, ça témoigne de nos intérêts, de nos préoccupations par rapport à l'art, puis aussi de nos goûts. Et puis, c'est ça. Plus que tout, c'est que ça nous permet de rentrer directement en contact avec les artistes ou les galeries. On a juste à slider dans leur DM, dans leur envoyer un direct message pour rentrer en contact avec eux puis organiser des projets avec ces gens-là. Donc, notre Instagram, dans le fond, c'est pas seulement un compte de repost, c'est aussi un espace de diffusion pour promouvoir nos propres expositions en ligne, puis un lieu d'expérimentation, comme lorsqu'on avait fait, par exemple, là, on voit à l'écran l'exposition pop-up d'une journée du travail de Nathan Levasseur dans notre fil d'actualité. Je sais pas si j'ai d'autres images. Ou de cette collaboration-là qu'on avait faite avec Twee Whistler, où on l'invitait à faire comme un takeover de notre Instagram le temps de l'exposition qu'on avait d'elle sur notre site web. En fait, aujourd'hui, on a 12 500 abonnés, puis on est super content d'avoir cette communauté-là pour créer un lieu de partage, d'échange. Voilà. Et il faut le dire, ils ne sont pas achetés. On n'a pas acheté nos abonnés. Donc, depuis que ACC existe, on a eu la chance de collaborer avec des artistes incroyables à l'international. On pense à, par exemple, Tabitha Rezer, qui va faire partie de notre exposition achromatique du 10 au 17 mai. Ne manquez pas ça. Simon Denis aussi, des artistes locaux comme Jérémy Bellé, qui nous a fait ses beaux T-shirts, qui sera aussi à l'exposition chromatique. On a aussi Chiara Good de l'Ohio, Marie-Charlotte Carley de Londres. Il y a aussi Ran Kuo de New York, qui a d'ailleurs gagné un prix Rhizome, et plusieurs autres artistes que j'oublie parce que la nervosité. On est trop nerveuse, voilà. Excellent, merci beaucoup. Donc, ça nous donne une idée du travail de toutes nos intervenantes. Puis, j'espère qu'on va avoir des échanges intéressants là-dessus. Je pense que oui. Donc, vous avez des approches chacune différentes avec cette plateforme. Donc, je pense qu'on va pouvoir en parler encore un bout. On a pas mal de temps. Donc, j'aimerais commencer par une question vraiment ouverte, en fait, vraiment très large, qui porte sur cette idée de création, en fait, qui pourrait avoir l'air de se poser surtout pour nos artistes du panel, mais en fait, le travail de création commissariale également. Donc, en fait, je me demandais comment Instagram, mais aussi le web plus largement, ou le web plus participatif là, qu'on connaît depuis 2005-2010, je dirais, comment ça influence ou comment ça joue un rôle, par exemple, les logiques précises d'Instagram, l'interface, ce qu'Instagram signifie, quel rôle ça joue dans votre processus créatif, je dirais. On parlerait de diffusion dans un second temps, mais en termes de production, de création, quel rôle ça joue, en fait? Je vais commencer. En fait, oui, je pense que des plateformes comme Instagram, ça inconsciemment influence, je pense, le processus créatif. Et je dirais même, pour moi, peut-être que ça a même changé la manière dont je présente mes œuvres. Parce que, en fait, en général, sur Internet, la manière dont on vit ou on vit l'expérience d'une œuvre, c'est assez, on pourrait dire, court comme délai, tu sais. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire la vidéo, je viens un peu du cinéma expérimental et je faisais des longs plans. Et ça continue à m'intéresser, cette idée de temporalité qui s'allonge. Et
peut-être aussi dans ce contexte de l'Internet. Sauf que j'ai commencé à travailler plutôt à faire des peintures en mouvement. Donc, laisser de côté le montage, mais plutôt faire une œuvre qui est comme une boucle qu'on peut regarder d'une manière un peu méditative, mais qui permet aussi, d'une certaine manière, de la voir très rapidement sur l'Internet comme une photo. Et donc, l'expérience va être très différente, par exemple, si je la présente sur un écran que sur Instagram, mais ça fonctionne sur les deux, si on veut. Donc, je ne sais pas, je sais pas si c'est vraiment Instagram qui m'a, disons, influencé à faire quelque chose comme ça, mais c'est clairement adapté. Fait que je me dis, en tout cas, il y a un échange, il y a un vrai dialogue par rapport à cette plateforme ou à la plateforme Internet en général. Et puis, pour moi, Instagram, c'est aussi une manière de partager beaucoup de work in progress, de travail en cours. C'est une manière de aussi créer un dialogue avec les gens qui suivent ton travail, puis en même temps de garder des traces de l'évolution d'une œuvre jusqu'à sa conclusion. Donc, parfois, ça m'arrive de retourner dans mon feed et de voir, ah oui, ça, c'était vraiment le premier jet. Et donc, oui, c'est une façon, c'est comme un journal, hein, quoi, un journal intime de création. Pour moi, c'est comme ça que je le vis. Merci. On peut y aller dans l'ordre, c'est comme vous. OK. Oui, c'est bon. Moi, personnellement, en dehors de la résidence que j'ai faite pour Dasbao, j'ai vraiment une attitude un peu conflictuelle. Ben, C'est pas facile de bien se placer. Comme ça? Oui. J'ai un peu une drôle d'attitude envers Instagram. Au tout début d'Instagram, j'étais vraiment active. C'était un moment donné où j'avais pas... j'étais un peu en break de faire de la photo d'art. Là. J'étais comme en hiatus personnel. Puis là, je me suis mis à faire la photo avec mon téléphone. Ça m'a comme un peu remis en paix avec comme faire de la photo. Puis je diffusais ces photos-là sur Instagram. Mais tu sais, c'était vraiment au début. Puis à un moment donné, j'ai comme, je passais à d'autres choses. Puis aussi, quand c'est devenu plus une partie de mon travail professionnel, c'était comme, ça m'intéressait moins parce que là, je le faisais comme, je pensais à des stratégies pour d'autres personnes. Puis pour moi, ça devenait comme un peu du travail. Fait que là, j'ai mis ça en plan, là, parce que pour moi, Instagram, quand je veux me remettre à être active, ça va être comme un plan stratégique, là, qui est déjà comme qui est déjà commencé à être rédigé. Là. C'est comme un peu... un jour, ça va se passer. Mais pour ce qui est de la résidence comme telle, ben en fait, pendant la résidence, j'ai fait un side project sur mon Instagram où est-ce que j'ai mis des photos d'archives, tout ce que j'avais pas posté pendant genre 10 ans. Mais, peut-être pas 10 ans, là, j'exagère, je sais pas, j'ai pas les dates. Mais sur Instagram comme tel, pour la résidence, c'est assez particulier parce que j'étais pas une artiste qui diffuse son travail sur Instagram, je le faisais pour Instagram. Puis c'était assez intense parce que à un moment donné, je me suis mis à penser en fonction de ce qui était pour... Mais c'était méta parce que je faisais un travail je faisais des memes, je faisais comme des inspirational quotes, j'ai vraiment analysé le type de contenu qui est posté sur Instagram. Puis là, j'en ai fait des méta de ça, là, comme... je sais pas si on peut retourner, mais... Ouais, on peut là. Fait que c'était comme vraiment une analyse sur la culture d'Instagram puis la culture d'Internet. Je le faisais au jour le jour. J'avais déjà préparé quelques posts, mais je le faisais un peu au jour le jour. Puis là, je voyais la réponse en temps réel. Puis j'étais obsédée par les statistiques. Puis là, à un moment donné, j'ai juste fait comme faut que j'arrête de regarder les statistiques, ça n'a pas de sens, tu sais. Puis c'est un peu étrange faire de l'art de même, comme pour Instagram, sur Instagram, chez soi, tout seul, devant son ordinateur, puis de pas trop comprendre l'algorithme, pourquoi telle publication était pour être vraiment comme roulée beaucoup, tandis que d'autres, elle apparaissait même pas dans le feed des gens à qui je parlais. Fait que c'est comme un peu névrotique. Oui. Mais je suis vraiment contente, puis il va y avoir une publication électronique qui va suivre le travail, parce que d'une certaine façon, c'est tellement complexe
qu'est-ce que j'ai fait, qu'on suivait plus l'histoire trop. J'ai réalisé que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu hacké Instagram. Puis c'était vraiment pas la meilleure façon de le diffuser, ce travail-là. Mais bon, je pense que les gens l'ont comme vraiment apprécié quand même. Mais là, on va faire une publication électronique où est-ce que toutes les publications vont être dans un ordre narratif qui va suivre comme le concept et tout ça. Fait que, mais oui, c'était quand même... C'est sûr que ça l'a influencé parce que c'était un peu ça à la base. Mais à un moment donné, ça l'influençait trop que là, il a fallu que je fasse comme « wow ». Je pense plus à... Je regarde plus les stats, je regarde plus... J'essaie juste de suivre mon histoire pour faire des trucs, tu sais. Voilà. Super. Merci. Merci. À vous. Mais comme c'est un lieu de diffusion, mais ça permet aux artistes de sans intermédiaire, déjà partager ce qu'ils font, soit donner accès à ce qui se passe dans l'atelier ou en tout cas d'un travail en cours, comme Sabrina le disait. Puis, nous, ça nous est déjà arrivé de tomber sur des images d'expositions qu'on trouvait vraiment intéressantes pour après se rendre compte que l'exposition, elle n'a jamais eu lieu. Puis l'artiste, c'est un jeune artiste puis qui n'a jamais eu l'opportunité d'exposer avant. Puis il s'est dit, je vais prendre une photo trouvée dans une galerie puis je vais intégrer à cette image-là mon œuvre. Puis ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Tu sais, ça donne des premières opportunités, puis après, ça suscite l'intérêt aussi de d'autres personnes. Peut-être que des galeries vont être interpellées par ça, puis vont avoir envie de travailler avec cet artiste-là. Mais nous, on a eu une expérience avec Tilmad Hornig qu'on présente à Chromatique, puis on a vraiment flashé sur une de ses œuvres, puis en regardant comme ça, on s'est dit « Ah non, elle n'est pas produite, il va falloir qu'on l'aide à la produire. » Donc, ça amène comme des autres enjeux, justement, quand on fait le pont après dans nos projets de collaboration, d'exposition, disons, hors ligne. Là. C'est vrai. Puis ça amène aussi, je pense, une culture globale, c'est-à-dire qu'un Contemporary Club, c'est une plateforme parmi d'autres sur Instagram, puis c'est les mêmes personnes, au final, qui suivent du Vetnik ou qui suivent des plateformes de repost, mais au final, ça crée des influences. T'sais. On va revoir les mêmes images qui vont être publiées. Donc, il y a comme un mouvement qui, d'après moi, s'est jamais fait avant dans l'histoire, mais une influence qui est globale et qui influence tous les artistes, les commissaires, à créer, à exposer d'une certaine manière. Donc oui, ça a une grosse influence. Je sais pas vous, mais moi, la majorité de l'art que je consomme, c'est en ligne, là. Je pense que avant, on avait tendance à plus aller dans les galeries, mais maintenant, pour vrai, je te dirais que 75% de l'art que je vois, peut-être même plus, c'est gênant, mais comme c'est en ligne, puis j'en consomme beaucoup à tous les jours, parce que je suis vraiment comme avide, mais ça reste quand même pertinent d'aller dans un espace. Puis c'est ça que je trouve intéressant de ce que vous faites, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Vous pensez à, OK, dans l'espace virtuel, ça va être autant réfléchi, puis autant pensé, puis autant de qualité dans la mise en espace que si c'était dans une galerie. Fait que c'est vraiment de penser l'art en fonction de comment les gens le consomment le plus pour de vrai au quotidien. Mais je voudrais aussi ajouter que c'est quand même intéressant. Il y a eu un genre de mouvement, les net artists, faire de l'art sur Internet. Puis je dirais que depuis, en regardant l'évolution, tout ça, je trouve que de plus en plus de net artists sont portés à faire des objets et faire des choses in situ qu'il faut vraiment se déplacer pour aller voir. Puis je pense qu'il y a comme un peu le revers, de vivre dans la virtualité, mais là, c'est comme s'il y avait une forme de réaction, de dire non, en fait, je veux voir ce virtuel en objet. Et donc, il y a beaucoup d'échanges, justement, entre cette idée de physicalité, de virtuel. De la matérialité du numérique, beaucoup, qui est très... très investi par plusieurs artistes qui ont travaillé plus en ligne auparavant, en fait. Je ne sais pas si je vous pose cette question-là tout de suite ou si je la pose tantôt, mais je trouve que ça se porte. Je trouvais que ça allait bien. En fait, en termes de création, c'est pas nécessairement par rapport à votre pratique précisément, mais je voulais avoir votre opinion sur ce qu'on peut appeler une production d'art instagrammable. L'instagrammabilité de l'art, par exemple. Produire des œuvres qui sont instagrammables. Ouais. Je voulais juste savoir votre... Mais je trouvais ça intéressant quand Karine parlait de statistiques. Parce que, je sais pas, on peut revenir à des images qu'on a. Oui, comme ça, on est comme... Tout le monde est bien. On se voit.
Mise en Ben, espace. Nous, on sait qu'il y a des images qui vont bien fonctionner puis qui vont avoir plein de likes, là, comme Radek, C'est en avant. Brésil. On savait, tu sais, dès qu'on a un espace blanc puis on a quelques œuvres, ben ça attire vraiment l'attention des gens, je sais pas. Les Puis, couleurs pastel. des couleurs pastel. Nous, c'est un peu l'esthétique. Dans l'esthétique Instagram. Ben, ouais, c'est ça. selon nos followers, on sait que ça va bien fonctionner. Mais après ça, on prend la chance aussi sur d'autres d'autres expositions, d'autres œuvres, puis on choisit pas en fonction de ça non plus. Là, c'est pas l'idée d'avoir un compte avec comme un, je sais pas, là, comme un like bait, là, puis d'avoir juste des likes tout le temps. Mais ça, c'est vrai que ça peut amener une certaine, je sais pas, pour les artistes, là, nous, ça nous concerne peut-être moins, mais j'imagine que ça peut amener un certain je sais pas, anxiété, si on partage quelque chose, puis finalement, il n'y a pas la réception qu'on voulait de ce qu'on a partagé. Nous, ça nous est déjà arrivé de mettre des trucs qu'on aimait beaucoup, puis il n'y avait pas beaucoup de réponses, puis on se sentait un peu mal pour l'artiste. Mais dans le fond, c'est les algorithmes, puis voilà. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu fais juste te dire « Ah, c'est juste l'algorithme. » tu sais. Des fois, c'est comme... par exemple, ma publication la plus aimée, c'était sur des packing peanuts, là, tu sais, les espèces de styrofoam en cacahuètes qu'on met dans les boîtes, là, mais c'était un beau post, là. J'y avais vraiment pensé. J'avais des belles images. Ben, j'ai pris beaucoup d'images dans des banques d'images, là, où j'ai passé comme des heures et quand même beaucoup d'argent à acheter des images. Puis c'est un beau post. J'étais contente que les gens aimaient, mais j'étais surprise, tu sais, quand même. Puis après ça, j'avais un post avec des chats qui étaient vraiment, vraiment cute dans des boîtes, parce que les chats aiment beaucoup les boîtes. Mais là, j'avais comme presque pas de like. Là, j'étais comme, je comprends rien, l'algorithme. Puis là, je pense que ça a été le moment où j'ai fait fuck off. Excusez-moi. J'arrête d'y penser. Mais vraiment, tu sais, je pense qu'on se mentirait, tout le monde, de dire qu'on y pense pas. Tu sais, on y pense, même que ce soit comme nous autres, les artistes qui diffusent notre travail, ou n'importe qui va mettre quelque chose. Il y a toujours cette espèce de moment-là de se dire, est-ce que les gens vont l'aimer? Tu sais, fait que c'est sûr que ça t'influence. Tu sais. Puis, tu sais, on a fait une entrevue sur mon expérience. Puis, il y a un moment donné, on me demande, est-ce que tu penses que vous pouvez toujours complètement détourner la plateforme? Là, je dis, ben Instagram, c'est un cadre, c'est une boîte, on met ce qu'on veut dedans, mais il y a quand même un cadre qu'on ne peut pas effacer. Puis ce cadre-là, c'est à la base de montrer et de se faire aimer. C'est ça, la structure de base. Fait qu'on ne peut pas dire que ça ne nous influence pas. Dans mon métier aussi, on dit ah, c'est vraiment photogénique. Quand on dit ça, ça veut dire comme ça paraît bien en ligne. Oui. Tu sais? C'est sûr, ben, ne serait-ce que pour la reproduction d'œuvres d'art, oui. la reproduction photographique d'œuvres d'art, qui se doit, par exemple, d'être plus instagrammable, de mieux sortir sur la plateforme, d'être peut-être plus cohérent avec une esthétique qui soit déjà populaire. Je pense que ça influence beaucoup les modes de présentation des œuvres qui ne soient pas nécessairement des œuvres numériques ou photographiques, par exemple, mais qu'on doit, par exemple, des sculptures, des trucs que vous présentez, en fait, que la mise en espace puis la qualité de l'image, de la photographie est vraiment importante aussi. Là, donc, tout à fait. Sabrina, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? En fait, tout à l'heure, j'ai un peu effleuré quand je parlais de mes vidéos peinture en mouvement. Mais là, j'étais justement en train de penser quand, par exemple, on fait une 9 vidéos qui durent plus qu'une minute. Là, sur Instagram, on a maintenant l'option de mettre un petit extrait, puis mettre 2-3 petits extraits de jusqu'à 1 minute, je pense. Mais souvent, donc si tu fais une vidéo de 10 minutes, tu peux pas la mettre, t'sais. Mais souvent, les gens vont se contenter de l'extrait, t'sais. Puis c'est intéressant de dire il y a le link in bio, parce que je sais pas si vous allez cliquer. Moi, c'est bien rare que je vais aller cliquer dans le link in bio. Moi, je suis quand même assez geek. Ça dépend des fois. C'est rare, mais tu sais, on dirait que tu sais, on devient même paresseux de cliquer des liens, donc il faudrait que tout soit là, tu sais. Et donc, c'est comme si l'œuvre, finalement, devenait ce petit extrait, parce que c'est là que les gens le voient. Puis donc, pour que cette œuvre-là soit vue pleinement, disons, ben là, il faut que tu la montres dans des galeries ou dans des, je sais pas, des festivals, des projections. Mais fait que finalement, Instagram, c'est juste de la
pub, à moins que, tu sais, je sais pas, là, je vais un peu plus trop loin, parce que c'est vrai que parfois, on peut vraiment vivre une expérience d'une image, mais en termes de longueur de vidéo, La durée c'est ça. est un peu incompatible. C'est des trailers, tu sais. Avez-vous investigué le IGTV, vous autres? Nous, on l'a jamais essayé. Ouais. Non. Toi? C'est comme... Je sais pas, je connais pas d'artistes qui l'ont utilisé. Utilisez-vous les stories au moins? Non? Peut-être? Oui. Oui? Nous, on a le swipe up, alors... Oui, on voilà. Oh, wow! Mais en parlant d'avoir moins d'intermédiaires entre le clic, puis pour se rendre link in bio, à partir du moment où on s'est rendu à 10 000 abonnés, ben là, ça nous a permis, dans les stories, d'avoir directement un swipe-up qui amène directement à l'exposition. La plupart des expositions sont visibles, compatibles avec les téléphones, mais bon, c'est arrivé une fois ou deux que c'était préférable sur un ordinateur. Mais je pense qu'on a envie d'utiliser aussi cette idée de swipe-up-là pour peut-être mêler un peu les choses. Tu sais, les compagnies l'utilisent pour vendre des choses, puis nous, on a envie de faire quelque chose qui est complètement pas ça, puis peut-être mêler les gens aussi, ça serait drôle. Mais C'est cool parce que vous autres, vous pouvez utiliser Swipe Up. Mais mettons, moi et Sabrina, on ferait ça, là. On aurait l'air vraiment motivés dans l'autopromotion, tu sais. Il y a comme des règles aussi, comme... Tu sais, j'en parlais avec une amie hier soir, puis on disait, table ronde, toi, Instagram, blablabla. Puis elle était comme, tu sais, je disais, je trouve que t'en fais vraiment une bonne utilisation. Puis elle était comme, à mes goûts, tu sais, mais elle était comme, mais je pense pas que c'est assez, tu sais, parce que ce qui marche, des fois, c'est malaisant pour un artiste de le faire soi-même, parce que c'est comme, ça fait comme si on essayait trop, tu sais. C'est vrai, mais nous aussi, d'une certaine manière, on veut pas être trop publicité, puis... Mais vous le détournez. Mais c'est ça, nous, on est... En fait, je sais pas. Nous, on essaie d'avoir un peu de le détourner, de le remettre un peu à l'humour, de rire un peu de cette idée de publicité ou, tu sais... Ouais. Oui, on a fait le tour de celle-là. je t'entends bien, tout le monde, on est tout le temps d'accord. C'est ça, non, c'est parfait. Non, mais en fait, c'est parce qu'en plus, ma prochaine question s'en allait sur les liens entre les usages artistiques et les usages plus commerciaux de la plateforme. Puis si vous aviez réfléchi ça, en fait, dans vos utilisations respectives. Je sais que Karine, c'est sûr que oui. Là. Donc, puis en fait, comment négocier ces utilisations puis ces logiques-là dans votre travail artistique, plus précisément, en fait, par rapport aux stratégies marketing qui sont utilisées, qui sont mises de l'avant? On en a déjà quand même parlé, mais je pense que tout est dans le dosage un peu aussi. C'est même pour des clients, des fois, moi, je vais leur proposer de ne pas faire ça parce que ça a l'air trop aussi, tu sais. Ça dépend tout le temps, il faut que ça soit comme approprié, puis il faut que ça soit fait de façon intelligente. Mais à la base, tu sais, si tu veux vraiment avoir la liberté de faire ce que tu veux, ben tu as ton propre site web, tu sais. Instagram, il y a vraiment comme de plus en plus aussi, après l'acquisition de Facebook, d'Instagram, de plus en plus, j'ai l'impression que ça... Puis on n'en a pas trop parlé aussi, mais des comptes institutionnels comme Muséo, Papier, etc., les compagnies, de plus en plus, les outils d'Instagram qu'Instagram et Facebook développent, c'est envers ça, tu sais. Comme les sponsor posts. Tu sais, je pense qu'une des raisons pourquoi j'ai arrêté de me casser la tête avec l'algorithme, c'était parce que je savais que de toute façon, l'algorithme il était beaucoup pensé en fonction de ça, en fonction des stratégies payantes de diffusion, tu sais. Fait que c'est comme... si tu peux pas... ça reste un espace commercial. Point. Oui, c'est ça. La visibilité organique est différente. Tu sais, il y a comme, je pense à une plateforme super intéressante que vous connaissez peut-être, Arena. C'est des gens qui étaient comme dans Horizon puis K.O.L. qui ont parlé de ça. Ça, c'est vraiment comme un espace intéressant que vous devriez tous aller checker, le are.na, je pense. Mais il y a vraiment des artistes qui diffusent du travail, puis aussi la recherche-création qui est vraiment intéressant. Mais tu peux le faire quand même sur Instagram. Oui. Mais il y a quand même comme
une prédétermination. T'sais. Oui, c'est ça. En fait, je pense que ce serait peut-être une de mes dernières questions avant qu'on ait un peu de temps pour des questions du public. Mais c'était justement une question sur les publics. Donc, justement, les publics sur Instagram, par exemple, par rapport aux autres plateformes, il y a quelque chose de très... qu'on peut atteindre des gens différemment. Puis je voulais savoir ce que vous pensez de cette idée d'atteindre des nouveaux publics ou d'atteindre des publics qui ne vont pas en galerie pour être exposés différemment de leurs contemporains, en fait. Pas seulement des publics géographiquement distants, mais des publics qui seraient justement habituellement pas en contact avec de leurs contemporains, carrément. Bien, c'est sûr que ça démocratise d'une certaine manière l'art contemporain. Puis, je pense aussi que le fait que ce soit une expérience personnelle ou c'est sûr que c'est une expérience rapide, comme Sabrina le mentionnait, mais le fait que ce soit une expérience personnelle où tu n'es pas dans un espace blanc avec des codes, un langage qui parfois n'est pas le tien parce que tu viens pas d'un milieu privilégié, ça permet peut-être Internet d'être accessible à de nouveaux publics et de démocratiser d'une certaine manière l'art contemporain. Est-ce que vous le voyez dans vos publics, dans les personnes qui vous suivent, ou est-ce que vous avez constaté quelque chose? Ben oui, quand même, par expérience personnelle, je pense que moi et Raphaël, on a des amis qui jamais vont en galerie, qui nous suivent, qui nous suivent pas juste parce qu'on est amis, mais parce qu'ils aiment le contenu Instagram, parce que, tu sais, même, je pense à Vanessa Pilon aussi, qui a découvert Instagram aussi par Internet, puis qui elle-même s'autorise à publier, à partager des œuvres d'art contemporain. Donc, oui, ça libère l'art de certaines frontières pas accessionnelles. Traditionnelles, en fait, là, oui, c'est ça. Oui, définitivement. On a tous des gens, je sais pas, autour de nous parfois, qui ont vraiment aucune notion même de ce qu'est l'art. Puis je pense que parce qu'ils se sont mis aussi sur Facebook ou ils découvrent Instagram, tout d'un coup, ils viennent me voir, mais qu'est-ce que tu fais? Puis je pense que s'ils n'avaient pas vu, ils ne se seraient même pas posé la question. Ou en tout cas, là, comme ils sont exposés, ça reste abstrait, mais au moins ils posent la question. C'est ça, ils sont exposés dans leur fil de nouvelles. En fait, au lieu d'avoir à se déplacer dans une exposition, il y a peut-être déjà comme une accoutumance ou une formation de notre culture visuelle à ces objets d'art contemporain, en fait, là, que sinon, il faudrait vraiment comme avoir, comme se déplacer dans un lieu, justement, qui nous est probablement étranger, là. Donc, je trouve ça intéressant aussi que vous ayez cette plateforme-là avec probablement des publics vraiment différents des institutions traditionnelles ou même des petites galeries puis des petits centres d'artistes qui sont, somme toute, parfois peu accessibles. Bien, on est quand même dans une société comme d'hyper-mobilité, puis ça permet aussi de voir des expos à l'international, comme quand tu disais qu'on visite plein d'expositions à travers les images de ces expositions-là, c'est que ça permet aussi si on était en Europe, là, on prendrait le train, puis là, on irait voir des expos partout, mais là, on est en Amérique, puis c'est comme, au niveau de se déplacer, c'est plus compliqué, mais ça nous permet de voir ce qui se fait aussi partout. Puis quand que nous, on pose des trucs, disons, d'exposition locale, parce que c'est important pour nous d'avoir un contenu autant international que local, mais on sent, l'espèce de FOMO, là, de fear of missing out, puis qu'on se rend compte que nos amis ou d'autres gens qu'on connaît dans notre entourage, ça leur donne le goût d'aller voir les expos, puis on sent que ça crée comme un engouement aussi à travers ce qui se fait ici, de manière locale. Là. Super, merci. Je pense que j'essaie de regarder le temps aussi, parce que je veux qu'on ait le temps avec des questions du public. Mais je ne sais pas si vous avez des questions. Hein? On peut commencer par ça. Oui, il y a Maude qui a le micro. Bonjour Maude. Donc, moi, je veux savoir, c'est peut-être un peu cru comme question, mais concrètement, est-ce qu'en bout de ligne, peut-être plus pour les artistes, cette question-là s'applique peut-être plus pour vous, mais est-ce que concrètement, il y a des ventes, des achats de vos œuvres qui ont découlé de posts de vos œuvres? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, moi, je suis intéressée, ou je t'ai vu passer sur Instagram, je te suis, ça fait longtemps, je suis intéressée par ton travail. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé en cours de route depuis l'utilisation? Pas sur Instagram ou sur Internet, mais c'est clair que ça... Tu sais, par exemple, je disais, mon travail a été beaucoup plus connu sur Internet les premières années, puis c'est comme ça qu'au final,
j'ai eu des expositions, je travaille avec une galerie, etc. Tu sais, ça a vraiment commencé là. Puis c'est sûr que c'est un peu comme le bouche à oreille, mais ça l'a Multiplié par... oui, c'est ça, multiplié. Mais jamais, par exemple, on m'a contacté sur Internet pour acheter une œuvre. Non, non. Non plus. En fait, je pense que c'est un peu un... Ben, peut-être que vous autres, vous avez plus de insight là-dessus, mais moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est un peu un mythe, là, mais peut-être pas. Là. Je pense que ça l'arrive, mais je sais pas si c'est le même type d'art ou le même type de clientèle qui vont, mettons, se faire découvrir sur Instagram puis qui vont exposer à papier, tu sais. Dans le sens que je pense pas que les gens qui sont ici, ils doivent vraiment avoir peur d'Instagram, que ça va comme voler leur marché, mais je parle pas en connaissance de cause. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est un peu un monde parallèle, mais ce que ça fait, ça vous donne une vitrine à ce moment-là, c'est ça, c'est de donner une vitrine. Ça crée un engouement, tu sais, un collaboration autour de la pratique de l'artiste, mais après aussi, peut-être, on peut voir avec des exemples de galeries qui fonctionnent vraiment bien aussi sur les réseaux sociaux. Je me demande si The Hole à New York, s'ils ont un impact. Peut-être, eux, ils font des ventes à travers Instagram, puis je pense qu'ils le font. Puis d'avoir peut-être un Poméranier qui est super connu sur Instagram, ça leur permet de rencontrer des gens. Puis tout ça, c'est comme un tout qui génère comme un engouement. Puis je pense qu'il y a des galeries, en tout cas, qui l'ont vraiment bien compris puis qui l'utilisent vraiment bien. Puis peut-être, eux seraient en mesure de mesurer cet impact-là. Mais moi, je pense que oui, forcément. Mais peut-être pas via les artistes, mais peut-être à travers des galeries. C'est intéressant parce que dans les dernières années aussi, j'ai été souvent sollicitée par des gens qui travaillent à... parce que aussi, vendre l'art numérique, c'est comme tout un sujet. Ouais. Et il y a énormément de gens qui ont des projets de galeries en ligne, qui veulent vendre des éditions en ligne, etc. Bon, il y a Cédition, je pense que, en tout cas, je me prononcerai pas sur les différentes plateformes, sauf qu'il y en a énormément aussi qui ont disparu, qui réapparaissent. Puis jusqu'à maintenant, j'ai pas encore vu d'exemple où ça fonctionne, mais on attend toujours. Où ça fonctionne vraiment, je veux dire. Puis je me demande, c'est ça, si c'est toute cette question d'art numérique, puis cette idée d'acquérir un objet versus acquérir un fichier, etc. Il y a peut-être des liens à faire aussi. Peut-être que les collectionneurs, etc., je ne sais pas à quel point ils vont sur Instagram pour découvrir des artistes ou s'ils ne veulent pas avoir justement le côté traditionnel du galeriste, du représentant qui donne à voir. Puis je rajouterais qu'on vit aussi, avec l'Internet, on vit comme un tournement, c'est-à-dire qu'on vit dans une économie de l'attention. Les likes ont un impact. Nous, on le voit avec Art Contemporary Club parce que on a 12 000 abonnés, puis ça nous crée des collaborations. Quand on approche une galerie, quand on approche un artiste, ben ça nous donne une légitimité. Donc, je suis pas mal sûre qu'un artiste, c'est la même chose quand il a beaucoup de followers, quand il a beaucoup de likes sur ses photos, mais clairement, si tu es une galerie à New York ou tu es un collectionneur, mais tu sens qu'il y a un intérêt parce que tu sais que tout le monde est intéressé. Puis ça fonctionne un peu comme ça aussi, le marché de l'art. Les gens sont c'est la loi du cool, de qu'est-ce qui est trendy, de qu'est-ce qui va être vendu, de qui aime quoi. Donc, je pense que ça a un impact. Influencers. Mais c'est une façon alternative aussi d'exister. Ça crée des nouvelles... je sais pas, des nouvelles économies, une nouvelle façon aussi de se financer, comme il y en a qui sont avec Patreon, puis c'est comme ça qu'ils roulent aussi, c'est d'avoir un revenu qui est autre qu'une vente directe, plus traditionnelle. C'est tous des moyens alternatifs d'exister, puis des sources aussi de financement qui sont générées à même l'Internet, comme avec Patreon, comme avec du sociofinancement. C'est d'autres modèles, c'est sûr. Ouais. Bonsoir. En vous écoutant parler, j'ai fait un parallèle avec l'invention de la télé et son influence sur le cinéma. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que Instagram va avoir un impact négatif sur les galeries physiques? Est-ce qu'il va y en avoir moins parce qu'on n'a plus besoin d'y aller? Mais je pense pas. Mais dans le sens où moi, ce que je vois, c'est que ça, pour nous, en tout cas, ça génère un intérêt pour découvrir des galeries. Au contraire. J'ai l'impression qu'on ne serait pas autant au courant de ce qui se passe ailleurs à l'international. J'ai l'impression qu'on n'aurait pas envie d'aller autant dans des foires, d'aller dans tel festival.
à la Biennale, par exemple. Ou, non, j'ai l'impression que ça crée plutôt un intérêt, puis que les galeries, au contraire, s'en servent comme moyen pour faire de la publicité et du marketing. Moi, je le remarque, là, je la nommerai pas, je travaille dans une galerie, puis quand on pose des trucs, forcément, là, le samedi, si on pose des trucs de l'exposition en cours, on a des visiteurs qui viennent nous visiter. Il y a vraiment un impact direct là, au niveau des visites, là, donc je pense que oui, là, ça encourage les gens à se déplacer. Bien, ça va peut-être être brusque ce que je vais dire, mais les gens ont encore des maisons puis ont encore des murs sur lesquels des œuvres peuvent être accrochées. Tu sais. Dans le sens que ça... je pense pas que ça va affecter la vente d'œuvres. En fait, ce que je trouve bien, c'est que ça l'ouvre un nouvel espace pour des pratiques qui sont moins axées sur la vente. Tu sais. Et puis, avec d'autres sources de revenus, peut-être des sources de revenus qui font en sorte que, comme Patreon ou comme l'économie des pairs, qui vont faire en sorte que des artistes peuvent avoir un revenu différent. En fait, je pense que le système traditionnel de vente d'œuvres, peut-être qu'il va avoir un effet, ça va peut-être publiciser d'une autre façon, peut-être qu'il va y avoir des ventes qui vont se faire sur Instagram, mais ça ne changerait rien au fait que les gens ont des maisons puis ont des murs et des espaces à combler. Oui, bien, aussi, c'est quand même une question. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de galeristes qui se posent. Tu sais, je connais des galeristes qui n'ont pas de lieu. Puis, tu sais, c'est quand même une dépense, avoir un lieu. Donc, si tu peux faire tes relations en ligne et de juste louer un espace quand tu en as besoin, donc de devenir plutôt itinérant. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi ce modèle-là que j'imagine a toujours existé, mais en tout cas qui semble proliférer, là. Donc, mais c'est une bonne question parce que je pense que le côté des galeries, c'est comme un peu rassurant parce que c'est le marché de l'art qu'on connaît. Puis, mais je sais, franchement, moi, je sais pas comment ça va évoluer. Je pense qu'en plus, il y a un effet inverse. Je pense que, comme Sabrina le disait tout à l'heure, ou même, en ce moment, la photographie argentique a un essor comme jamais depuis je sais pas combien de temps. Les photographes commerciaux l'utilisent. C'est un effet de la photographie numérique. Les disques vinyles, je pense qu'on a un besoin de matérialité. Fait que si ça se trouve, ça va aider, comme Sabrina le disait tout à l'heure, les artistes virtuels qui vont comme produire des œuvres, des sculptures, extraire le virtuel dans le physique. Donc, je pense que c'est déjà là, un retour à la matérialité. Bonjour. Pensez-vous que c'est encore possible d'être artiste et d'être absent de toutes les plateformes? C'est qui parle? Ah, salut! Mais c'est une bonne question. Il y a comme quelques semaines, on a été invité à donner une conférence à Concordia, puis on s'adressait à des étudiants, puis en étant là, c'était un programme en photographie, puis c'était de leur dire qu'ils n'ont pas besoin là, de ça. C'est sûr que ça aide pour générer des opportunités, mais c'est pas non plus c'est pas obligatoire, puis c'est pas, je veux dire, Instagram, à un moment donné, ça va changer, puis ça va être autre chose, je pense. Il y aura une autre plateforme qui va remplacer, mais c'est sûr que ça rejoint comme une question plus large. Est-ce qu'on a envie d'exister en ligne? Il y a des gens qui n'ont pas de compte Facebook personnel, puis est-ce que ces gens-là n'existent pas parce qu'ils sont pas sur Facebook? Je pense qu'ils ont quand même une vie sociale, puis voilà. Mais on dirait qu'on est loin. On se rappelle plus qu'est-ce que c'était notre vie avant Internet, puis en tout cas, puis les générations qui sont nées, ils connaissent récemment, ils connaissent pas ça, la vie proto-Internet. En tout cas, pour moi, ça amène vraiment plein de questions de c'est quand que cette chose-là va s'épuiser d'elle-même puis qu'on va arriver au bout d'eux. Mais j'ai l'impression que déjà, Facebook, on est peut-être moins là-dessus. Il y a comme des migrations de plateformes. Mais c'est vrai que c'est vraiment une bonne question parce qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui se posent cette question-là puis qui ont comme une profonde angoisse par rapport à comme le sentiment de devoir exister en ligne puis que s'ils partagent pas ce qu'ils font, je sais pas, ça les stresse. Moi, j'en souffre un peu de ça, là. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas... les gens qui me suivent, que je suis ou qui me suivent sur Instagram, c'est des gens que je connais dans la vraie vie. Je le fais dans ma job, fait que j'ai pas trop envie de le faire dans ma vraie vie, pour moi personnellement. Puis
là, je tisse. Ça la donne que j'ai fait un travail pour comme Dasbao sur Instagram, mais je veux dire, les gens connaissent quand même ce que je fais, puis ça l'avance, mais je pense qu'une affaire qui était comme presque plus importante pour les jeunes, comme je le disais à des étudiants que j'ai eus, c'est comme, faut que tu saches quand même qu'est-ce qui se passe. T'sais. Peut-être que tu n'as pas besoin d'interagir, peut-être que c'est possible d'être artiste puis pas trop interagir ou peut-être pas vraiment avoir de compte de médias sociaux, mais je pense qu'il faut que tu ailles voir qu'est-ce qui se passe parce que pour être actuel, je pense que ça... Ben, si tu veux être actuel, c'est quelque chose qui est comme incontournable, à mon avis. Ouais. Je sais pas trop quoi ajouter, sinon que je pense que ça doit être... C'est plus difficile, je pense, quand tu n'existes pas sur les réseaux sociaux, tu sais, comme... Mais je connais des gens qui ne le sont pas, mais qui avaient déjà une carrière établie avant que ça devienne quelque chose. Quelqu'un qui commencerait aujourd'hui, je sais pas. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression que ça avait plus d'impact avant. Tu sais, il y a 10 ans, quand tu faisais des choses sur Internet, c'était plus entendu. Tu sais, maintenant, c'est tellement d'informations. Je me demande à quel point aussi ça amène, je sais pas, un intérêt ou on se perd tu sais, dans tout ça. Là. Je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. C'est un bon point d'être quand même présent ou en tout cas de savoir ce qui se passe. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre encore 2 questions, Christelle? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci de votre exposé. On entend des choses bien inquiétantes au sujet des ventes de données par Facebook. Et Facebook demeure une plateforme extrêmement générale et, semble-t-il, assez vendeuse de nos renseignements personnels. Vous avez parlé tantôt de Arena. Oui. Est-ce que vous pourriez juste... Je suis arrivé un petit peu tard, désolé, j'espère que je ne vous fais pas répéter. Mais est-ce que vous pourriez parler de certaines plateformes où on peut placer de l'art facilement, gratuitement ou pas trop cher, mais qui sont des alternatives à Facebook et Instagram? Un peu comme quand on vend en musique, ben il y a Bandcamp et il y a des choses comme ça. Ben, est-ce qu'il y a des équivalents du côté visuel? Non, parce que je pense pas que ça pourrait être pris au sérieux par le monde de l'art, personnellement. Non, mais pour vrai, ça, c'est moi qui parle un peu sans filtre, là, mais la raison pour laquelle ça n'existe pas encore, je pense que c'est parce qu'il y a... OK, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais un peu une sorte d'élitisme, d'une certaine façon. Moi, j'ai des amis qui vendaient des sérigraphies en ligne, puis pour être pris au sérieux par le monde de l'art, leur galeriste leur a dit de complètement arrêter ça. En fait, ils l'ont fait avant parce qu'il n'y avait aucun moyen que pour eux de vendre en ligne par eux-mêmes de façon DIY, ça puisse être pris au sérieux par le monde de l'art. Oui. Donc, je pense que j'en connais pas. Arena, c'est une plateforme de diffusion de recherche et création. Fait que les artistes vont mettre leur work in progress, leurs références, des fois ils vont mettre des œuvres, mais comme un équivalent à Bandcamp ou à Spotify, moi, j'en connais pas. Qui est pris au sérieux. Et pas nécessairement pour vendre, mais au moins pour montrer. Pour dire, si tu veux voir mes choses, va aller voir à cet endroit-là, mais qui ne serait pas Facebook. Oui, des sites web. Mais j'ajouterais que même les sites web, dès qu'on est sur Google, nos données sont vendues. Si on va sur Google Analytics, on peut savoir exactement quel chemin vous avez pris, combien de temps vous êtes passé sur quelle page, sur quel article vous avez cliqué. Donc, c'est sûr que le web, c'est un endroit surveillé. C'est très difficile de s'en sortir, je crois. Merci beaucoup. Puis, vous ferez une recherche, vous me direz qu'est-ce que j'ai mangé pour souper avant hier. Non, c'est bon. Merci beaucoup. De l'art. Oh, tout le monde, je vous invite à manger de l'art. On va prendre une dernière question, les filles. Ah, ben oui, c'est vrai. OK. Ben, je voulais juste savoir, parce que je trouvais ça vraiment intéressant, le point que tu apportais, que tu te gardais comme une petite gêne en tant qu'artiste de trop faire de t'auto-promouvoir. Que c'était plus facile, justement, si c'était fait par les galeries ou par, justement, un peu... Mais est-ce qu'il y a, ça c'est une question peut-être sans réponse, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a comme une fréquence ou est-ce qu'il y a une méthode pour rester quand même... vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'il y a une fréquence ou est-ce que... Je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, là, mais c'est un peu ça ma question. À savoir, tu sais, quand est-ce qu'on fait les choses comme il faut, savoir doser,
Puis quand est-ce que là, ben peut-être que c'est trop de l'autopromotion, puis ça peut justement se revirer contre l'artiste, puis justement qu'elle soit pas prise au sérieux. Ben, c'est clair que c'est une question, en tout cas moi, que je me pose quand même. Puis, tu sais, tout à l'heure, je parlais que Instagram, c'est un peu comme un journal où je poste mon work in progress. Puis je pense que là-dessus, c'est peut-être le côté, si on veut pas tomber dans le cynisme, mais comme c'est le côté positif de ce genre de plateforme où on peut vraiment partager simplement et humblement un work in progress et, tu sais, en discuter, puis avoir... Tu sais, moi, il y a plein d'images, en fait, puis je l'avoue que si j'avais pas posté un peu, même... aveuglément, je l'ai posté, ben j'ai des retours, puis en fait, ces images-là, je les aurais peut-être jetées, puis là, quand je vois comme, quand même, il y a un retour, puis ça me fait réfléchir à la valeur de cette image, puis je pense que, tu sais, comme quand j'ai commencé vraiment à faire mon travail vidéo, j'étais sur un petit site qui avait été initié par Dana McLeod qui s'appelait 52 Pickup. Et le but, c'était de poster une vidéo par semaine pendant 1 an, que ce soit 1 minute ou 30 secondes. Il fallait juste pas qu'il y ait de cases vides. Puis ça, je l'ai fait pendant 3 ans. Genre, ça a été un truc qui m'a extrêmement aidé même à banaliser le fait de créer, de partager ce qu'on crée, puis de sortir un peu de cette torpeur que parfois on peut avoir. C'est pas parfait, je peux pas le partager. Donc pour moi, c'est un peu ça que Instagram joue, les plateformes, c'est de continuer à avoir cette discipline de production. Mais je suis quelqu'un qui produit beaucoup aussi, c'est ma manière à moi de travailler, mais tu sais, de rester dans cette simplicité de créer et de partager. Puis après, je suis quand même consciente que ça fait que j'existe sur une plateforme, puis c'est une forme de publicité, mais c'est ça. Donc, il ne faut pas se fermer les yeux, ça reste que tu as une présence en ligne, puis ça peut être... mais j'essaie de ne pas tomber dans un cynisme, là. C'est ça. Oui, mais en fait, oui, peut-être j'ai eu l'air cynique à un moment donné, mais ça m'arrive. Mais comme j'aime beaucoup Instagram, dans le fond, tu sais, pour vrai, je trouve que c'est quand même une super plateforme, tu sais. Aller découvrir quelqu'un sur Instagram en l'espace de comme 1 minute, tu sais qu'est-ce qu'ils font parce que c'est tellement streamline, c'est vraiment minimal. C'est un espace de liberté. Si j'ai un conseil à donner, c'est sûr que des fois, on analyse, on se dit, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça? Mais le meilleur conseil que je donne à chaque fois que je peux le donner, c'est que ça reste naturel, tu sais. C'est comme si tu sens, si tu es comme, oh my God, j'aimerais ça partager ça, quel moment incroyable, mais vas-y, tu sais. C'est quand c'est forcé que là, ça paraît, ça transcende. C'est là que ça devient vraiment juste de l'autopromotion inconfortable. Puis je pense que vous le sentez, ça, quand vous voyez un post que quelqu'un se dit « Ah, je me sens obligé de le faire », tu sais. Fait que quand c'est naturel, c'est là où il y a une meilleure chance que ça soit apprécié pour ce qui est des artistes. Mais on peut aussi planifier, diffuser du travail sur Instagram, comme je l'ai fait pour Dazibao, puis comme Sabrina l'a fait, tu sais. Juste au jour le jour d'avoir une liberté de mettre quelque chose sans que ça ait comme des répercussions, là. C'est une œuvre que j'ai créée qui va être exposée. Non, c'est juste un truc que j'ai fait, que je mets, tu sais. Fait que ça, dans ce sens-là, ça a vraiment une liberté qui est intéressante, tu sais. Ben oui, yeah. Ah, elle est là. C'est bon. Non, je pense que c'est bon. Non, je me demandais juste où tu étais rendu. Ben, c'est bon, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. Je sais pas si vous avez des choses juste avant qu'on vienne clore la table ronde. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Donc, oui, c'est ça. Un gros merci aux questions. Un gros merci à vous d'être là.